Alors, cette année pour nous est assez particulière, elle est chargée d'émotions, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il se trouve que l'anatomie au tableau, ça se transmet de maître à élève, et parfois il faut 2 générations pour former un élève. Ça a été le cas pour moi, j'étais d'abord l'élève de Claude Libersa, puis du doyen Maurice Laude qui est décédé jeudi matin. Mathias a été mon élève, mais il a été aussi le dernier élève de Maurice Laude. Et Maurice Laude a été l'élève de Claude Libersa. Donc on est vraiment dans une filiation. Et on va essayer d'être digne de notre maître. Comme me l'a écrit Benoît Langelet en apprenant la nouvelle du décès de son maître Maurice Laude, il m'a dit maintenant le maître est de l'autre côté du tableau et il sait ce qu'il y a. Donc on va essayer de vous exposer à notre manière les nerfs de l'articulation de la hanche. Et je vais commencer par vous dire qu'au plus une articulation est mobile, au plus il faut de muscles pour la mobiliser. Et évidemment, ces muscles doivent être innervés. J'avais eu l'occasion précédemment de vous parler de la loi de Hilton, ainsi dénommée, du nom du rééducateur, fondateur de la rééducation, vers 1860 en Angleterre, qui a été le premier à avancer l'idée, qu'il a prouvé d'ailleurs, qu'une articulation recevait des filets nerveux de tous les nerfs qui contribuaient à la mobilisation de cette articulation par les muscles qui la traversent. C'est dire la richesse de l'articulation de la hanche qui est particulièrement mobile. Et je vais commencer par mettre en place d'une manière simple le plexus lombaire en insistant sur des choses un petit peu moins connues. Donc vous aurez à la fois du connu, du moins connu, et on va essayer de mettre tout ça en musique. Donc je vais partir des niveaux T12, L1, L2, L3, L4, L5, pour mettre en place donc, cette partie lombale du plexus lombaire jusqu'au tronc lombosacré que je mettrai en place dans un instant. TH12 n'appartient pas en propre au plexus lombaire, il fournit ici le nerf subcostal. Mais ce nerf subcostal va participer à la formation ici du nerf issu de T12 et de L1, qui va ordinairement se diviser en 2 rameaux en abordant la paroi latérale de l'abdomen. C'est le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal. Alors comment je fais pour le retenir en dépit de mon Alzheimer débutant? H est avant I dans l'ordre des lettres de l'alphabet. Ilio-hypogastrique avant ilio-inguinal, et comme je l'écris de haut en bas, c'est plus facile. L1, L2 vont donner habituellement le nerf génito-fémoral. Et puis nous en arrivons aux choses les plus intéressantes, c'est-à-dire L2, L3, L4, L2, L3, L4, qui vont donner pour la division postérieure le nerf fémoral, qui aura abandonné 2 rameaux musculaires sur lesquels on reviendra sur le second schéma que je mettrai en place tout à l'heure. Rameaux pour le muscle iliopsoas, donc la partie iliaque et la partie psoas. La division postérieure de L2, L3 et L4 va fournir ici le nerf obturateur. Et enfin, L4 va fournir un rameau à L5 qui donnera le tronc lombosacral ou lombosacré, l'union entre le plexus lombaire et le plexus sacral. Sur ce premier schéma classique où je ne mets aucune collatérale sauf celle que j'ai citée pour les muscles que je mettrai en place tout à l'heure et dont je ne citerai pas les innervations, les racines L3 et L4
vont pouvoir fournir une variation qui existe suivant le cumul des observations faites en 1934 par André Ovelac, 11, environ 4%, ce qui n'est pas négligeable, c'est le nerf obturateur accessoire. Ce nerf obturateur accessoire naît ici de L2, je vais prendre une autre couleur, naît de L2 et de L3, ou alors de L3 et de L4. C'est plus commode de le dessiner comme ça, c'est le nerf obturateur accessoire sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant d'un nerf peu connu, et pour cause, il n'a pas été décrit par un médecin, il a été décrit par un zoologiste, c'est le nerf furcal, nerf en fourche, nerf furcal, décrit par Jhering, ou Jhering si vous préférez en faire une consonne, en 1878. Jhering était professeur de zoologie, d'abord à Leipzig, puis ensuite à Berlin, et il a fait des dissections de très nombreux animaux. Il publie à l'âge de 28 ans une somme considérable sur l'ensemble des nerfs, des plexus de la région lombosacrale des principaux animaux, et c'est là qu'il décrit le nerf furcal. Je vais donc vous présenter sa description typique. Je vais faire une génuflexion tellement ça mérite de l'intérêt. Je vais reprendre ici les nerfs L3, L4 et L5 pour remettre en place simplement la constitution du nerf fémoral. Je vais reprendre les mêmes couleurs. La constitution du nerf obturateur, comme ceci, le tronc lombosacral, et je vais choisir une autre couleur pour vous parler maintenant de ce nerf furcal. Ce nerf en fourche, décrit par Jhering comme constant dans les différentes espèces, et il semblerait qu'il le soit aussi dans l'espèce humaine, va en fait naître de la racine L4 et d'une manière variable donner un rameau au tronc lobosacré, donc au plexus sacré, donner un rameau au nerf obturateur et donner un rameau au nerf fémoral. Alors Jhering attire l'attention sur le fait que c'est un véritable nerf, puisque dans toutes ses études d'anatomie comparée, il lui a trouvé un rameau ventral, un rameau dorsal et un renflement ganglionnaire annexé à la racine dorsale. Donc il est isolé de la racine L4 et c'est un nerf à part entière. L'intérêt clinique, c'est que dans les douleurs, il peut être à l'origine de douleurs mal systématisées, puisqu'il irradie dans différents territoires par compression sur la paroi pelvienne. Voilà pour la mise en place initiale, et puis je vais passer la parole à Mathias pour construire le fond des dessins pour la suite. On va donc retourner le tableau et procéder ainsi pour gagner du temps. Vous aurez donc compris que l'objectif était évidemment de nous faire gagner quelque peu de temps en essayant à chaque fois de construire les fonds de schéma et de nous intéresser à l'essentiel. Et l'essentiel, quand on est anesthésiste, c'est de regarder ce que fait le chirurgien, comme habituellement, et de regarder avant tout le trajet de ses incisions cutanées. Et pour
savoir quel nerf il faut bloquer dans la chirurgie prothétique de hanche notamment, il faut évidemment en connaître les territoires d'innervation. Et pour ce faire, nous allons les représenter sur tout d'abord une vue antérieure de la région de la racine de la cuisse, et puis une vue postérieure, ce qui nous permettra aussi d'expliquer quelques points qui me semblent absolument fondamentaux, d'une part pour l'anesthésie, mais aussi pour la prise en charge de ces patients qui, après l'intervention, peuvent avoir des douleurs persistantes, et notamment cutanées. Je rappelle à ce titre que 5 à 10% des patients opérés d'une prothèse totale de hanche sont victimes, en quelque sorte, de douleurs chroniques. Donc allons-y et commençons tout d'abord par rappeler des rameaux qui viennent de vous être présentés sur le plexus lombal. Un des premiers éléments de la racine de la cuisse, c'est évidemment la présence ici d'un territoire qui va nous intéresser tout particulièrement et que je viens mettre en place ici. C'est ici le territoire du nerf ilio-hypogastrique et plus précisément de la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique. Ce nerf ilio-hypogastrique va innerver ici la région antérieure, antérolatérale, mais aussi la région postérolatérale. Et c'est là un fait tout à fait intéressant parce que cette systématisation, ce territoire va concerner la partie supérieure des abords chirurgicaux cutanés et notamment dans la région qui nous intéresse, c'est-à-dire lors des abords de la prothèse totale de hanche. Le deuxième nerf qui va passer à proximité, qui va passer ici, 1 cm en dedans habituellement de l'épine iliaque antérieure et supérieure, c'est évidemment le nerf cutané latéral de la cuisse dont je viens ici délimiter le territoire qui, je vous le rappelle, peut descendre relativement bas jusqu'au niveau de la face latérale du genou. C'est maintenant un autre territoire que je viens mettre en place avec le territoire ici du nerf génitofémoral. En fait, le nerf génitofémoral possède 2 branches, une branche génitale à destinée des organes génitaux, comme son nom l'indique, et une branche fémorale que la plupart du temps vous allez bloquer de façon inconsciente, enfin que nous allons bloquer de façon inconsciente, surtout lors des malpositions de l'aiguille, lorsque l'on réalise un bloc fémoral. Enfin, la partie toute médiale, moins concernée par la chirurgie prothétique de hanche, va intéresser ici la région tout à fait médiale du pli inguinal. C'est la région du nerf ilio-inguinal. Cette zone est particulièrement importante, est un des diagnostics à évoquer devant des douleurs pelvipérinéales de la région tout à fait antérieure et supérieure, que je suis certain vous connaissez. Enfin, rappelons évidemment la présence d'un important territoire, c'est celui du territoire cutané du nerf fémoral. Dans la région postérieure, nous n'avons vu pour l'instant que le territoire du nerf, de la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique. Mais l'innervation de la fesse est une innervation riche, et cette innervation riche est complexe. Elle est complexe à plus d'un titre, et on va distinguer au niveau de la fesse 3 territoires d'innervation. Le premier territoire d'innervation est sous la dépendance, ici, des nerfs cluniaux. Certains disent clunéaux, mais cluniaux, c'est le terme qui est retenu par la terminologie. Cluniaux supérieurs, qui nous viennent des racines postérieures de T12, L1, L2. Alors certains auteurs vous décriront des racines postérieures de L1, L2, L3. Le deuxième territoire d'innervation, je vais ici rappeler ici L1, L2, T12. Le deuxième territoire d'innervation est sous la dépendance, là aussi, des racines postérieures, mais des nerfs sacrés qui vont émerger au niveau des foramènes sacrés postérieurs ou sacro-postérieurs que je viens de dessiner ici, et vont donner ce qu'on appelle les nerfs cluniaux moyens. Ces nerfs cluniaux moyens sont rarement impliqués en pathologie, cependant ils traversent entre autres les muscles érecteurs du rachis, enfin le fascia et l'aponévrose de ces muscles, et ils peuvent s'y trouver parfois comprimés, ce qui donne des douleurs tout à fait caractéristiques, situées au niveau du pli interfessier dans la région médiale. Voici donc, venant des racines postérieures de S2, S3 et S4,
les nerfs cluniaux moyens. Enfin, il me faut rappeler, venant de S1, S2, S3, un nerf qui va cheminer dans une première partie sous le fascia de la cuisse, et c'est ici un tout petit peu de fascia que je viens montrer qui vient recouvrir ce nerf, c'est le nerf cutané postérieur de la cuisse qui nous vient donc de S1, S2, S3. Et la particularité de ce nerf cutané postérieur de la cuisse est de fournir les rameaux cluniaux inférieurs. Ces rameaux cluniaux inférieurs vont innerver la partie inférieure de la fesse, comme je le représente. Il en existe habituellement 2 à 4, et ce nerf cutané postérieur de la cuisse va par ailleurs fournir un rameau périnéal. Voici le rameau périnéal du nerf cutané postérieur de la cuisse, qui, là aussi, peut faire l'objet de compression dans la région et donner des algies pelvi-périnéales. Ce sont des blocs que l'on voit habituellement en douleur chronique. En effet, l'innervation du périnée n'est pas l'apanage du nerf pudendal, bien qu'il en soit le roi. Rappelons par ailleurs que les nerfs cluniaux supérieurs peuvent eux aussi, lorsqu'ils cheminent au-dessus de la crête iliaque, faire l'objet d'un entrapment, pour parler comme les Anglais, et puis rappeler que ces nerfs là aussi peuvent se retrouver coincés et donner des douleurs dans la partie supérieure de la fesse. Voici donc ce qu'on pouvait dire sur l'innervation de la hanche. Rappelons la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique, et l'on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est une branche importante qui peut être lésée au cours de la chirurgie. Rappelons le territoire du nerf cutané latéral de la cuisse. Rappelons par ailleurs la richesse de l'innervation de la fesse. Je propose maintenant de redonner la parole pour que je puisse, dans un second temps, vous expliquer comment se fait l'innervation de la capsule articulaire, là aussi, élément important dont nous verrons ensemble les applications cliniques. J'ai pris le temps de bâtir un fond de schéma qui est une vue antérieure de la région basse de l'abdomen à droite et haute de la cuisse, en faisant une large fenêtre dans la face antérieure de la cuisse. Je vais donc identifier avec vous un certain nombre d'éléments, à commencer ici par le muscle iliaque, le muscle grand psoas. Ce muscle grand psoas va souvent être surplombé ici par un muscle qui s'arrêtera sur la branche iliopubienne de l'os coxal, c'est le muscle petit psoas, que je vais marquer ici par la lettre P minuscule. J'identifie avec vous les autres muscles de la région pour pouvoir se repérer. On a ici le muscle sartorius, le couturier de la nomenclature traditionnelle, qui croise la face antérieure de la jambe, de haut en bas, de dehors en dedans. On a ici le muscle gracile, qu'on appelait autrefois le muscle droit interne. Et puis, on a le plan des adducteurs et du muscle pectiné. Le muscle pectiné, je l'ai ici récliné après l'avoir sectionné. On en voit donc les insertions au niveau de la branche iliopubienne, en dessous donc du ligament inguinal, tendu de l'épine iliaque antérieure et supérieure à l'épine du pubis, et la partie basse, je l'ai réclinée de manière à laisser voir le plan profond qui est le muscle grand adducteur,
c'est ensuite le long adducteur et le court adducteur. J'ai sectionné le plan superficiel et comme ça nous pourrons voir arriver les rameaux du nerf obturateur. Alors revenons peut-être d'abord au nerf fémoral. Comme je n'ai pas utilisé beaucoup de craie blanche et que je l'ai représenté en blanc sur le premier schéma, eh bien il va émerger après être né des racines L2, L3, L4, la partie antérieure. Il va ici émerger en contournant la partie latérale du muscle grand psoas, et quand il aborde le ligament inguinal, comme on l'a vu au laboratoire d'anatomie pour ceux qui sont passés hier, il est déjà divisé, étalé de la largeur du pouce entre ces branches de division. Et c'est ici des branches en éventail que je vais positionner, dont le rameau disaphène qui va accompagner l'artère fémorale. Cette artère fémorale, je l'ai sectionnée assez rapidement pour me laisser de la place. Elle est située en dehors de la veine fémorale, qui est habituellement d'un calibre plus élevé. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Au chapitre des nerfs de la région, eh bien, je vais en profiter pour rappeler l'organisation de la paroi en 3 plans musculaires que je vais étager comme ceci. Le muscle transverse de l'abdomen dont j'achève ici le contour, qui va au niveau de l'aplomb du sommet de la crête iliaque maintenant être recouvert en avant par le muscle carré des lombes, dont les fibres antérieures sont ici à peu près verticales, et vous connaissez donc les 3 plans musculaires. Le plan profond du muscle transverse de l'abdomen, dont les fibres sont transverses, le muscle oblique interne et le muscle oblique externe. Je ne vais pas les ombrer pour essayer de faciliter la visibilité du dessin suivant. Donc, on a vu le nerf subcostal émerger et suivre le bord inférieur de la 12e côte. Je le rappelle à sa place ici. De ce nerf subcostal, un rameau va s'unir au rameau antérieur de L1 pour former le nerf ilio-inguinal et ilio-hypogastrique. Nous allons donc les retrouver ici, et je vais cette fois-ci changer un peu les couleurs pour les rendre plus visibles, donc toujours prendre du jaune. Et nous allons ainsi voir arriver ces nerfs, la partie qui vient de T12, la partie qui vient de L1, que j'interromps avant la sortie de la colonne vertébrale, qui vont ici pénétrer à travers la paroi antérieure du muscle transverse de l'abdomen pour cheminer longtemps entre l'oblique interne et l'oblique externe de l'abdomen. C'est donc le nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. L'ilio-hypogastrique, habituellement, dans la paroi, va donner un rameau latéral. C'est très fréquent. C'est plus de la moitié des cas, et je vais donc ici le représenter d'une couleur un petit peu plus marquée sur une partie de son trajet. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone d'intérêt, et zone d'intérêt à la fois lors des prélèvements de crête faites dans le but de prélever du tissu osseux pour des greffes. Et l'autre nerf qui risque d'être lésé dans cette région, il passe ici à moins d'1,5 cm en dedans de l'épine iliaque antérieure et supérieure. C'est le nerf cutané latéral de la cuisse. Ces 2 nerfs donc ont une part sensitive, et lorsqu'ils sont lésés, ça peut laisser persister pendant très longtemps des douleurs chroniques post-opératoires, et donc lié au geste de prélèvement, ou en tout cas rattaché à ça, de la crête iliaque.
Je signale dans la région, maintenant infra-inguinal, en dessous du ligament inguinal, ici, la présence de l'artère iliaque circonflexe superficielle qui va se diriger vers l'épine iliaque antérieure et supérieure et qui aura la particularité ici de croiser le nerf fémoral, donc une rencontre aussi qui peut se faire avec l'aiguille de l'anesthésiste lors des blocs iliofaciaux. Et on aura l'occasion d'y revenir dans un bref instant, je le pense. On va s'intéresser maintenant au nerf obturateur et au nerf obturateur accessoire. Donc, le nerf obturateur, quant à lui-même, eh bien, il va principalement être ici situé dans le petit bassin, émergé par le foramen obturé, donc il n'est pas concerné par le ligament inguinal, et on va le voir ici, donner ses rameaux au niveau des actuteurs, rapport que vous connaissez bien. Le nerf obturateur accessoire, qui existe, comme je l'ai dit, dans 11,40% des cas dans la statistique qui assemble les données de la littérature, je vais le montrer ici. Et à la différence du précédent, il va passer habituellement en avant de l'os iliaque. Et nous allons le retrouver ici, se divisant habituellement en 3 rameaux. Un rameau qui va se perdre, le rameau latéral, qui va se perdre dans le tissu cellulo-graisseux et parfois se prolonger assez loin vers l'articulation. Un rameau qui va être ici destiné au plan profond du muscle grand adducteur, et un rameau constant, lorsque le nerf existe, pour le muscle pectiné que j'ai ici récliné. Enfin, il est décrit quasiment constamment aussi un rameau communicant avec l'essentiel du contingent du nerf obturateur. Dans les nerfs de la région, je vais poursuivre en rajoutant sur ce schéma le nerf ilio-inguinal qui, ici, je vais essayer de reprendre la même couleur, va émerger par l'anneau inguinal superficiel, va aller chez l'homme dans la région des bourses, que je manifeste ici comme moyen mnémotechnique dans les régions de la grande lèvre chez la femme, et il va donner aussi un rameau iliaque en passant. Donc vous voyez une région très riche dans laquelle j'ai essayé de représenter les rapports de la crête iliaque et le risque de douleurs persistantes en cas de prélèvement osseux de cette crête iliaque. Le nerf fémoral déjà divisé avec son rapport vasculaire et les variations du nerf obturateur. Le schéma suivant va rappeler aussi que le mythe du bloc 3 en 1 décrit par Winnie n'est pas opérant, puisque Winnie testait le nerf obturateur dans une zone de la face médiale de la cuisse, territoire qui est toujours partagé avec un rameau cutané du nerf obturateur si ce rameau cutané existe. Et en fait, statistiquement, il n'y a pas de rameau cutané au nerf obturateur. Donc, en fait, ce qui est testé, c'est le nerf fémoral. Donc, je vous rappelle sur un petit schéma qui va reprendre la silhouette combinée du muscle grand psoas et de l'iliaque au niveau du fascia iliaca, que je vais ici symboliser comme enveloppe donc, de cette région. La partie iliaque et la partie du grand psoas. Eh bien, le nerf fémoral va rester enveloppé dans ce fascia iliaca jusqu'au moment où il devient plus superficiel par ses rameaux terminaux à la racine de la cuisse, dont certains rameaux peuvent perforer les 2 lames de fascio qui se trouvent à cet endroit-là. En revanche, le nerf obturateur, qui provient des mêmes racines, L2, L3, L4, va rapidement
sortir de ce fascia iliaca pour poursuivre la ligne innominée du bassin, celle qui sépare le grand bassin du petit bassin, et sortir par le foramen obturé. Et donc on le voit ici, mais en dehors de ce fascia iliaca, il ne peut donc pas être concerné par ce bloc décrit 3 en 1 comme étant 3 en 1 par Winnie. Le dernier schéma que je vais mettre en place est toujours une vue antérieure. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, la droite du dessin vers la droite du tableau, comme d'ailleurs les dessins précédents. Je vais partir de l'épine iliaque antérieure et supérieure. Je vais positionner ici l'épine du pubis et je vais m'intéresser au rapport au niveau donc, de ce ligament inguinal avec les deux lacunes que vous connaissez, la lacune musculaire et la lacune vasculaire. Et ici, rapidement esquisser cette partie donc de l'os coxal, sans omettre de mettre en place la bandelette iliopectinée, qui va ici séparer une lacune vasculaire qui sera médiale d'une lacune musculaire qui sera latérale. Je vais tout de suite fermer ici par son opercule fibreux et ses différentes structures, et elles sont dans différents plans de l'espace, ce qui me donne l'occasion de mettre des traits qui ne sont pas tous parallèles. Fermer donc ce foramen obturé, sur lequel je vais revenir dans un instant. Dans le foramen obturé lui-même, nous aurons dans la lacune vasculaire, bien sûr, ici, l'artère iliaque externe qui deviendra l'artère fémorale une fois entrée dans la cuisse. Un petit peu plus médialement, nous allons trouver la veine fémorale qui sera ordinairement un petit peu plus volumineuse. Les deux vont se trouver dans un dédoublement d'une gaine fibreuse que je représente comme suit. Ordinairement, on aura un nymphoneux décrit par Cloquet au début du XIXe siècle, dans la partie la plus médiale, à l'endroit où des fibres viennent ici constituer le ligament lacunaire qui permet au chirurgien d'appuyer les points lors de la restauration chirurgicale des hernies. Dans cette lacune vasculaire, il y a quand même un nerf qui passe, et c'est ici le rameau fémoral du nerf génito-fémoral. Et donc, ce nerf génito-fémoral va devenir plus superficiel ici par rapport au muscle psoas qu'il aura traversé d'avant en arrière. Il va passer sous le ligament inguinal et nous allons le retrouver ici, à l'endroit où il donnera un territoire cutané. Vous savez tous que la lacune musculaire est occupée principalement par les fibres réunies du muscle iliopsoas et que le nerf fémoral va être de l'autre côté du ligament inguinal par rapport à l'artère qu'on peut palper du poi artériel fémoral, qu'on peut palper ordinairement à cette région, que ordinairement ce nerf est, comme je l'ai représenté ici, dans le fascia iliaca. C'est pourquoi je l'entoure ici. Et puis, je vous fais grâce de ce que je dis habituellement aux chirurgiens, c'est-à-dire la présence ici d'une bourse synoviale qui va faciliter les mouvements de ce muscle grand psoas qui sont essentiels lorsqu'on veut grimper. On l'a en effet appelé le muscle du grimpeur. C'est celui qui va permettre la flexion de la hanche sur la cuisse avant l'extension. Voilà pour cette zone d'intérêt. Et encore, je vais reprendre ici, comme de l'autre côté. Je vais reprendre la même couleur.
le nerf cutané latéral de la cuisse, qui ordinairement va se diviser très peu de temps après être passé sous le ligament inguinal. Le nerf obturateur, quant à lui, nous allons le retrouver ici, avec ces deux rameaux satellites de l'artère obturatrice, satellite d'une artère obturatrice qui va abandonner des rameaux à ce niveau. Je reviens un court instant avant de laisser à nouveau la parole sur le tout premier dessin, vous voyez que c'est très circulaire, pour ne pas oublier que nous avons ici un tronc sympathique qui est de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui donne un renflement ganglionnaire par niveau, et que, bien entendu, des rameaux communicants vont ici apporter le contingent végétatif à l'ensemble de ces nerfs. Je ne montre ici que quelques-uns de ces rameaux communicants, et je repasse la parole à Mathias. Donc, chose promise, chose due, nous allons maintenant revenir à la capsule articulaire de cette articulation coxo-fémorale. Et avant de commencer, je me suis donc permis de rappeler quelques mots d'ostéologie, mais j'aimerais quand même insister sur cette capsule articulaire qui présente plusieurs particularités. Alors, voici la capsule articulaire telle qu'on a coutume de la représenter, mais vous savez sans doute que cette capsule articulaire va présenter des épaississements. Elle présente en réalité 3 épaississements. Le premier de ces épaississements, c'est le ligament ici ilio-fémoral, qui habituellement vient se disposer en 2 parties. Voici donc le ligament ilio-fémoral. Alors, en pratique, il est extrêmement difficile de disséquer ces épaississements capsulaires, mais néanmoins, ils ont été décrits et ils ont une réalité anatomique. Le deuxième ligament de la région, c'est le ligament pubo-fémoral, qui vient donc du pubis vers ici le fémur et qui constitue ainsi, avec le ligament ilio-fémoral, une espèce de Z, comme je suis à présent en train de le représenter. Il existe un dernier épaississement, c'est un épaississement circulaire sur lequel je ne reviendrai pas ici, mais ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est mettre en place les nerfs et notamment parler un tout petit peu de variabilité interindividuelle. Premier élément à savoir, c'est que cette capsule articulaire n'est pas l'apanage des nocicepteurs. Il existe en effet quantité de mécanorécepteurs au sein de la capsule articulaire de toutes les articulations, mais y compris de la hanche, mécanorécepteurs dont les travaux les plus récents histologiques ont permis de démontrer que ceux-ci vont se trouver essentiellement là, dans la partie antéro-supérieure de la capsule, et c'est donc ici que les nerfs vont principalement se diriger. Les nocicepteurs, vous le savez, ne sont pas des éléments, des entités anatomiques précises. Il s'agit de terminaisons libres de neurones, de dendrites, qui viennent soit de fibres C, soit de fibres A delta, contrairement aux mécanorécepteurs qui, eux, vont transmettre leur information par le biais de fibres de plus haute conduction que sont les fibres A bêta. En ce qui concerne l'innervation de cette capsule, nous allons commencer tout d'abord par mettre en place l'élément le plus important. C'est évidemment celui qu'on a vu passer tout à l'heure dans la lacune musculaire de l'anneau crural, de l'anneau fémoral. C'est, vous l'aurez compris, le nerf fémoral.
Et comme mentionné préalablement, le nerf fémoral va rapidement se diviser en 4 branches. Une branche latérale à destinée de l'innervation du sartorius et de la région fémorale en dedans de l'innervation du cutané latéral de la cuisse. Une deuxième branche plus volumineuse, il s'agit là du nerf qui ira innerver le quadriceps fémoral et que j'avais eu l'occasion de vous montrer pour ceux qui étaient passés au laboratoire hier. Une troisième branche qui est le nerf saphène et une quatrième branche qui va innerver dans 55% des cas le muscle pectiné, dans les 45 autres pourcents, c'est le nerf obturateur qui s'en chargera. Innervation qui va aussi concerner la région la plus médiale de la cuisse. Le nerf du quadriceps va ensuite se diviser en 4 branches qui vont donc ici se diriger vers le bas et seulement 2 de ces branches vont contribuer à l'innervation de la capsule articulaire. Tout d'abord, le nerf ici que vous voyez, c'est celui du muscle droit fémoral qui, je le rappelle, est un muscle biarticulaire. On aura l'occasion là aussi d'y revenir tout à l'heure. Le deuxième nerf qui va contribuer, c'est classiquement le nerf qui ira innerver le vaste latéral. Le vaste latéral n'est pas stricto sensu un muscle biarticulaire, ce sont en fait des fibres qui vont cheminer à partir des fibres pour l'innervation du muscle iliopsoas. C'est maintenant le deuxième nerf qui va nous intéresser, qui va non pas innerver la partie antéro-supérieure de la capsule, mais plus volontiers la partie antéro-inférieure, c'est le nerf obturateur. Comme dit préalablement, celui-ci va suivre la ligne innominée de l'os coxal, disparaître à notre vue, ici, pour venir, à travers le canal obturateur, ensuite se diviser en ces rameaux antérieurs qui cheminera entre le long et le court adducteur et postérieur entre le court et le grand adducteur, comme vous le savez. Mais c'est avant son passage à travers le foramen obturé qu'il va libérer ici un petit rameau qui ira innerver d'une part le muscle obturateur externe et d'autre part fournir ici des rameaux pour la partie toute inférieure de la capsule. Comme souligné préalablement, il existe des variations anatomiques et parmi ces variations anatomiques, le nerf obturateur accessoire. Alors, fémoral, obturateur. Le nerf obturateur accessoire, dont les statistiques cumulées sont en effet autour de 11,4%, vont nous permettre de rappeler que ce nerf va cheminer en partie avec le nerf obturateur, avec lequel il lui arrive d'échanger un rameau communicant. C'est la branche la plus médiale. Mais il va surtout se diviser en passant au-dessus du ramus, ici de la branche iliopubienne, en 2 branches. Une première qui ira innerver le muscle pectiné, et une deuxième qui est ici un rameau articulaire qui va contribuer à l'innervation de la capsule et notamment de l'arrière-fond de l'acétabulum, région que les chirurgiens connaissent bien parce que c'est entre autres là que se trouve du tissu adipeux, mais aussi le ligament de la tête fémorale. L'innervation de la hanche, comme vous le voyez dans sa partie antérieure, est extrêmement riche, est extrêmement complexe, et ce nerf obturateur accessoire ne fait actuellement pas plus débat, en tout cas pour son existence. On peut se poser cependant la question des techniques qui vont venir bloquer ce nerf, parce que comme je l'ai dit, il passe au-dessus de la branche ici montante du pubis, la branche iliopubienne. Il va participer à l'innervation de la capsule, mais le bloquer sélectivement relève, pour ainsi dire, pour le moment en tout cas, de l'impossible. Venir anesthésier les branches antérieures de la capsule peut paraître une bonne idée, mais si, là encore, vous vous souvenez de mes propos initiaux, souvenez-vous que ces branches vont certes véhiculer la douleur, la nociception, mais aussi des informations qui sont importantes, que sont les informations issues des mécanorécepteurs. Dans la partie postérieure, là aussi, il me faut représenter la capsule articulaire. Voici la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale. Et puis, il me faut rappeler que
cette capsule articulaire présente là aussi un épaississement capsulaire qui porte habituellement le nom de ligament ischio-fémoral. Il existe donc successivement en avant un ligament ilio-fémoral, un ligament pubo-fémoral et en arrière un ligament ischio-fémoral, les trois venant de chacune des trois parties de l'os coxal. Voici donc le ligament ici, épaississement de la capsule, ligament ischio-fémoral. Au-dessus de cette capsule articulaire, on voit notamment à la fois le tendon direct et le tendon réfléchi du muscle droit fémoral dont j'ai mentionné le nerf au préalable. C'est maintenant l'innervation de la partie postérieure de la capsule articulaire qui va nous intéresser, innervation pour laquelle, avant cela, j'aimerais représenter au moins tout en partie un petit muscle. C'est le muscle piriforme. Ce muscle piriforme qui vient ici au niveau de la grande incisure ischiatique, cloisonner la partie, et je vais ici le couper, en un foramen supra-piriforme et un foramen infra-piriforme. Je rappelle par ailleurs l'existence d'un élément ligamentaire dans la région, qui est le ligament sacro-épineux. Ainsi, on va pouvoir délimiter un certain nombre d'orifices, foramen supra-piriforme, foramen infra-piriforme. Et c'est dans le foramen infra-piriforme que je vais maintenant faire venir le plus gros nerf de l'organisme. Il s'agit bien évidemment là du nerf ischiatique. Ce nerf ischiatique volumineux est déjà séparé en ces deux contingences, ce qui explique entre autres les variations anatomiques qui peuvent exister à ce niveau. Entre autres, le nerf ischiatique peut par exemple, au moins dans une partie, traverser le muscle piriforme, donner parfois chez les patients des sciatalgies tronquées, dont la particularité est qu'il s'agit d'une douleur qui commence au niveau de la fesse et irradie jusqu'au niveau des orteils, sans systématisation radiculaire très précise. Ce nerf ischiatique peut aussi passer dans le foramen suprapiriforme en partie ou en totalité. Et le nerf ischiatique va ainsi contribuer à l'innervation de la hanche en fournissant ici un rameau articulaire pour la face postérieure, moins richement innervée que la face antérieure de la capsule articulaire. Le dernier des éléments qu'il me faut représenter, c'est le nerf du carré fémoral et du jumeau inférieur, vous voyez la longue fourche de temps en temps, qui là aussi va fournir un rameau articulaire pour l'articulation de la hanche. Voyez donc que, alors que l'articulation à sa face antérieure est richement innervée, la face postérieure l'est beaucoup moins. Ce qui explique aussi en pratique ce que l'on observe avec les patients qui vont volontiers se plaindre plutôt de douleurs antérieures et non pas de douleurs de la région postérieure. J'aurai l'occasion de rappeler notamment un article qui a été publié récemment et qui s'intéresse à l'innervation de la partie postérieure de la capsule. Pour enfin comprendre la chirurgie, pour enfin comprendre quels nerfs sont à risque d'être lésés en fonction des abords chirurgicaux choisis, parce qu'il n'existe pas un seul type de chirurgie prothétique de la hanche, c'est maintenant une coupe que je vais mettre en place. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de radiologue dans la salle, et donc je me permettrai de montrer cette coupe en vue supérieure et non pas en vue inférieure. J'ai toujours trouvé, à titre personnel, qu'intellectuellement, c'était parfois plus facile à comprendre. Et donc, pardonnez-moi cet écart, n'y voyez là aucune interprétation malhonnête, mais c'est simplement pour les besoins des proportions du dessin que je me permets de faire ça par ailleurs. L'avant sera donc vers le haut du tableau, la droite vers la droite du tableau. Et pardonnez-moi là encore, mais il me semble important d'insister sur l'ostéologie. On a essayé de gagner un tout petit peu de temps, mais si je ne dis pas de bêtises, on terminera parfaitement à l'heure, même en faisant ce petit rappel d'anatomie fondamentale. L'articulation de la hanche est l'articulation coxo-fémorale.
coxo-fémorale car elle oppose l'os coxal, et c'est maintenant ce que je vais représenter, à la tête du fémur que je représenterai dans un instant. Voici l'os coxal en coupe transversale, ce qui va nous permettre de comprendre aussi comment les éléments viennent se constituer, et notamment comment la capsule articulaire va s'insérer et soulever un petit relief au niveau de l'os coxal. C'est maintenant le limbus, le limbe de la cavité acétabulaire que je viens représenter, en insistant par ailleurs sur l'arrière-fond de l'acétabulum et sur la partie toute terminale, ici, de cet os coxal qui, vous le savez, probablement, enfin je l'espère, est aussi énervé par les éléments de la région du plexus lombaire en avant, du plexus sacré en arrière, de la même façon que l'est la capsule articulaire. C'est maintenant la tête du fémur qu'il va me falloir représenter, tête du fémur qui, sur une vue antérieure, nous montre son tiers de sphère, et puis qui présente, souvenez-vous, la fovea capitis, zone d'insertion d'un ligament qui est le ligament de la tête du fémur, que je représente comme ceci, simplement pour rappeler que la tête du fémur tire aussi sa vascularisation de l'artère du ligament de la tête du fémur, comme il est coutume de le dire, bien qu'il ne s'agisse pas de là son pédicule vasculaire principal qui, lui, vient de l'artère fémorale. C'est maintenant, ici, en coupe, le sommet, ou en tout cas, pas tout à fait son sommet, mais la partie du grand trochanter que je représente ici, ce qui me permet de rappeler que, vous voyez, l'acétabulum est quelque peu antéversé, tout comme l'est la tête du fémur, avec notamment ici, en pointillé, la zone de projection du col. Les éléments musculaires de la région seront à représenter dans un instant, mais c'est avant tout la capsule articulaire qui va nous intéresser, capsule articulaire qui va donc entourer la tête du fémur, et je laisse un tout petit peu d'espace, ce qui va me permettre de rappeler quelques éléments qui me paraissent importants pour comprendre toute la pathologie et pas seulement la chirurgie. Pour ceux qui font des consultations de la douleur, vous savez que l'articulation coxo-fémorale est une articulation richement énervée, ce qui explique aussi toute la pathologie, mais que la coxarthrose est loin d'être la seule dans la région. Il me faut rappeler, d'une couleur un peu violette, la présence ici, tout d'abord, d'une couleur un peu bleue, on va mettre, du labrum qui vient augmenter les surfaces articulaires, ce fibrocartilage qui permet de gagner et d'augmenter la congruence articulaire de cette articulation qui, très mobile, est aussi instable. C'est la deuxième articulation la plus instable du corps humain après l'épaule. C'est la deuxième la plus mobile aussi. Souvenez-vous de ce fameux couple. Et puis, je rappellerai simplement d'un trait, sans préciser davantage les éléments, la présence de la membrane synoviale, préciser aussi le cartilage articulaire. On ne va pas le faire trop épais pour essayer de montrer qu'il y a là un tout petit peu d'arthrose. Rappelez que le cartilage articulaire vient aussi au niveau de la cavité acétabulaire, mais pas dans l'arrière-cavité acétabulaire, là où on trouve de la graisse et les insertions du ligament de la tête fémorale. J'espère que vous me suivez toujours, parce que vous le voyez, on n'a fait que l'ostéologie et l'arthrologie. C'est maintenant les muscles qu'il me faut représenter. Alors, allons-y pour les muscles. Et je vais, pardonnez-moi, éviter de vous représenter en vert les tendons, en couleur un peu marron les muscles. Je vais essayer d'adopter une couleur commune, ce qui permettra de simplifier un tout petit peu le dessin. Le premier muscle que je vais représenter, c'est le muscle petit glutéal. Ce muscle petit glutéal vient s'insérer ici, en avant, sur le grand trochanter. Voici le muscle petit glutéal, et voici, en dehors du muscle petit glutéal, le muscle moyen glutéal qui va prendre ses insertions ici sur le grand trochanter, tant à sa partie latérale qu'en partie antérieure et postérieure.
Ce muscle moyen glutéal, c'est un muscle fondamental pour comprendre la physiologie de la hanche. C'est en effet le muscle qui va vous permettre l'appui monopodal. Et vous savez que ce muscle est aussi une des causes de douleurs chroniques de hanche avant chirurgie ou après chirurgie. On va en reparler dans un instant. Il me faut représenter d'autres éléments musculaires. Parmi ces muscles, le muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne va s'insérer ici sur l'os coxal, sortir par la petite incisure ischiatique. Il est accompagné du jumeau supérieur, du jumeau inférieur et se terminer ici en dedans du grand trochanter. Si j'ai laissé un peu d'espace à ce niveau, c'est pour rappeler qu'il existe là aussi quelques éléments vasculonerveux qui méritent notre intérêt. Et entre autres, ici, la présence du nerf obturateur. Ce nerf obturateur est accompagné d'une artère, l'artère obturatrice, et d'une veine. Alors, on va tricher un peu, on ne va pas montrer la branche que j'ai fait déjà partir un peu plus haut. On va représenter un seul des deux nerfs pour les besoins de la pédagogie. Mais sachez et rappelez-vous, en tout cas, qu'il en existe deux. Je vais essayer de trouver un joli bleu pour vous montrer ici la veine. Voici donc le pédicule vasculonerveux obturateur. C'est maintenant dans le fond du dessin, dans la partie basse du dessin, que je vais pouvoir représenter un autre muscle pelvitrochantérien. C'est là l'obturateur externe, qui va s'insérer sur le pourtour du foramen obturé, nous apparaître dans le fond du dessin, et je viens le faire terminer là aussi en dedans, mais en arrière, du muscle obturateur interne. Et il ne s'insère pas sur la capsule, mais je le montre ici dans le fond du dessin. C'est important de faire la différence, mais ça permet de comprendre comment ces deux muscles vont contribuer au mouvement de la hanche. Alors, mettons un tout petit peu de relief, un peu de couleur, cernons les dessins afin de montrer de façon plus agréable ce qu'on y voit. Voici donc le muscle obturateur interne, le muscle obturateur externe, petit et moyen glutéal. La région postérieure est marquée aussi par le muscle qui va former le galbe de la fesse. Alors je sais bien que nous sommes à Clermont-Ferrand, je sais bien que nous sommes ici un 7 décembre, si je ne m'abuse, qu'il pleut à seaux et à flots, mais souvenez-vous cet été de ce muscle qui faisait le galbe de la fesse lorsque vous étiez à la plage. Eh bien, voici le muscle grand glutéal. Et je ne peux pas le représenter en entier, mais c'est donc ici la partie toute postérieure de ce muscle grand glutéal qui habituellement présente deux faisceaux, un faisceau superficiel, un faisceau profond. Je le représenterai ici simplement en totalité. Et voici donc le muscle grand glutéal, le grand fessier comme on l'appelait autrefois, ou gluteus maximus pour les latinistes. Ce que je voudrais montrer, c'est que ce muscle est évidemment quelque peu protégé. Il est protégé notamment par la présence d'une bourse synoviale que je représente ici et qui va permettre le glissement de ce muscle dans la région. Bourses synoviales qui par ailleurs vont exister aussi entre les différents plans musculaires. Je ne vais pas toutes les représenter, mais à chaque fois qu'un muscle risque de se trouver au contact avec de l'os ou avec une structure, une bourse synoviale l'en isole. C'est bien le problème des bursites de la région latéro-trochantérienne qui, de temps en temps, amènent les patients à consulter sans pour autant que ces éléments soient en relation avec une coxarthrose. Dans la région antérieure, les autres muscles à représenter sont notamment le muscle ici, tenseur du fascia lata. Voici le muscle tenseur du fascia lata. Et ce muscle tenseur du fascia lata est relié au muscle grand glutéal par un fascia qui va s'épaissir pour former ce qu'on appelle habituellement, ici, dans la région latéro-trochantérienne, le
tractus iliotibial, la bandelette iliotibiale, comme on l'appelait autrefois. Et on va voir que celle-ci est là aussi un élément à prendre en considération lorsque l'on réalise des chirurgies de l'articulation coxo-fémorale. Je poursuis la mise en place du dessin avec, en plus du tenseur du fascia lata, un élément qui prend insertion sur le même processus osseux, l'épine iliaque antérieure et supérieure. Voici donc le deuxième muscle, le muscle sartorius. Voici le muscle sartorius que, là aussi, j'ai eu l'occasion de vous montrer hier, pour ceux qui sont venus au laboratoire, et que nous avions pris soin de disséquer, ce muscle sartorius qu'on appelait autrefois le couturier. L'artorius n'est rien d'autre que la traduction du couturier. C'est un muscle rubané qui va de l'épine iliaque antérieure et supérieure et qui va se terminer avec le gracile et le semi-tendineux au niveau des muscles de la patte doigt. Enfin, les deux derniers muscles de la région sont le muscle droit fémoral, dont j'ai montré le tendon direct, le tendon réfléchi, masqué en partie par la capsule, et qui présente aussi un tendon indirect, mais peu importe. Ce muscle droit fémoral, droit antérieur de la cuisse, comme on l'appelait autrefois, le voici, et voici donc le sartorius. Ces éléments musculaires dans la région sont évidemment autant d'éléments que les chirurgiens vont être amenés soit à sectionner, soit à écarter, et c'est donc là des douleurs musculaires qui peuvent survenir après chirurgie prothétique de hanche. Enfin, le dernier muscle de la région est celui qui va assurer la flexion de la cuisse sur le bassin, la flexion de la hanche, c'est bien évidemment le muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas, le voici, et il va se terminer, je vous le rappelle, sur le petit trochanter du fémur, comme précisé au préalable. Mais je mentionnerai de ce muscle iliopsoas un élément qui me paraît fondamental parce qu'on le voit à l'échographie, c'est bien évidemment le fait que les fibres musculaires vont rapidement donner lieu à un tendon que l'on voit tout particulièrement en échographie et qu'il faudra évidemment éviter de traverser, éviter de perforer, du fait de la richesse au sein de ce tendon de terminaisons nerveuses libres de nocicepteurs, mais aussi de mécanorécepteurs qui expliquent pourquoi les douleurs liées aux tendinopathies du muscle iliopsoas peuvent être tout particulièrement invalidantes. Au-dessus du muscle iliopsoas, il me faut rappeler un autre élément important, ce sont les éléments vasculaires de la région. Ces éléments vasculaires sont représentés par l'artère fémorale, par la veine fémorale, voici la veine fémorale, et par les éléments, comme il a été rappelé, lymphatiques, avec notamment la présence du ganglion, du nœud lymphatique. Ganglion est un terme habituellement réservé aux structures nerveuses, amas de corps cellulaires. Nœud lymphatique dit de cloquet, comme vu préalablement. Alors, vous aurez bien vu que pour l'instant, je n'ai pas mentionné un seul nerf, pas représenté un seul nerf en dehors du nerf obturateur. Ben, c'est bien là tout notre sujet, et c'est bien pour ça que j'ai choisi de le représenter à la fin. Le premier élément qui va nous intéresser, c'est la présence du nerf fémoral qui, dans cette région, va déjà devenir plus profond, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer. Il devient rapidement oblique vers le bas et l'arrière et va venir se disposer en dessous du muscle sartorius. Alors évidemment, comme je l'ai représenté hier, ce nerf, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer hier, ce nerf est en fait déjà divisé, et c'est donc ici la division de ce nerf en ses différentes branches que je montre par ces quelques traits. Le deuxième nerf de la région, c'est évidemment le nerf cutané latéral de la cuisse. Et il vous est habituel de venir bloquer, comme moi, le nerf cutané latéral de la cuisse dans l'espace entre le sartorius, le tenseur du fascia lata, et en profondeur, le muscle droit fémoral. Il est habituellement dans un dédoublement du fascia
Et comme vous l'avez sans doute constaté lorsque vous le bloquez, cela crée d'ailleurs une gaine de diffusion du produit. Je représente ici le reste du fascia. C'est maintenant les nerfs superficiels qui vont cheminer sous la peau qu'il va me falloir représenter. Alors vous voyez, je ne mets pas beaucoup de tissu graisseux. Ce n'est pas forcément le cas de tous nos patients. Mais c'est simplement pour vous rappeler que sous cette peau vont cheminer des branches nerveuses. Du cutané latéral de la cuisse va partir une branche antérieure, mais surtout une branche postérieure. Je vous rappelle la présence de la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique qui, là aussi, va volontiers donner des rameaux antérieurs, des rameaux postérieurs. Il me faut rappeler aussi que, certes, il existe la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique, mais parfois, il existe aussi une branche glutéale du nerf subcostal. Dans la région postérieure, ce sont maintenant les nerfs cluniaux qu'il me faut représenter par ces quelques traits. Et vous aurez donc très rapidement compris que selon la voie d'abord, les risques chirurgicaux ne vont pas être les mêmes. On a coutume de dire que, vous voyez, comme quoi il faut toujours faire attention, le nerf le plus important, j'ai failli l'oublier. C'est pour ça que l'on condamne les abords postérieurs dans la hanche. C'est évidemment ici le plus volumineux nerf de l'organisme, c'est là le nerf ischiatique. Et lorsqu'on cherche à aborder l'articulation coxofémorale, les voies d'abord vont évidemment être privilégiées en fonction des risques. Ainsi, lorsque l'on réalise une voie d'abord postérieure, le risque principal rencontré, c'est bien évidemment ici la lésion du nerf ischiatique. Cette voie d'abord postérieure expose par ailleurs aussi au risque de lésion, notamment des nerfs cluniaux et des paquets vasculaires glutéaux. La voie antérieure, une des plus courantes aujourd'hui, mais loin d'être la seule, va ici mettre en danger le nerf cutané latéral de la cuisse. Vous savez comme moi que cette voie antérieure stricte n'est pas la plus usitée. Il existe des voies antérolatérales, il existe des voies latérales strictes, et il existe enfin des voies postérolatérales ou postérieures qui, chacune, vont avoir un impact différent en fonction des nerfs traversés. Le message que je veux vous faire passer, c'est que, évidemment, lorsque l'on fait de la chirurgie prothétique de hanche et qu'on a envie de faire de l'anesthésie régionale, l'anatomie nous permet de comprendre laquelle sera efficace par rapport à une autre. Évidemment, c'est avec le chirurgien que l'on construit le parcours du patient, que l'on construit son protocole d'anesthésie, et c'est avec lui, en fonction de sa voie d'abord, qu'il vous faudra choisir les techniques les plus habituelles, celles qui vont permettre d'assurer une analgésie optimale du patient. Alors, me direz-vous, est-ce qu'il est coutume pour moi, lorsque j'endors des patients ou lorsque je travaille avec un chirurgien qui fait de la chirurgie prothétique de hanche, de réaliser une anesthésie loco-régionale ou régionale? La réponse, malheureusement, est non, soyons honnêtes. Pourquoi? Parce que les techniques ont aussi beaucoup évolué. À partir de ces abords antérieurs, antérolatérales, latérales, postérieures, sont maintenant décrites des approches mini-invasives. Mais ce qui est tout particulièrement intéressant, c'est lorsqu'on suit les patients et qu'on voit les patients qui ont des douleurs persistantes après chirurgie. Ces patients douloureux chroniques à qui, habituellement, on ne fait qu'un bloc du nerf cutané latéral de la cuisse sans se préoccuper de la voie d'abord chirurgicale. La première étape, lorsque l'on fait des consultations de médecine de la douleur, en douleur chronique post-chirurgicale, c'est de repartir et de regarder ce qui a été fait lors de la chirurgie, de récupérer le compte-rendu opératoire pour comprendre à partir de l'anatomie quels ont été les nerfs potentiellement, possiblement lésés. Et c'est comme ça que l'on peut parfois récupérer des patients qui, malgré de nombreuses infiltrations, n'ont jamais été soulagés, mais n'ont jamais bénéficié d'une infiltration de la branche glutéale du nerf ilio-hypogastrique, jamais bénéficié d'une infiltration des nerfs cluniaux supérieurs. Je vous remercie de votre attention.
j'espère que tout le monde a passé un bon congrès. Et puis je vais redonner la parole à Eric Eisenberg qui fera ici la fin.